Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hop, j'enlève mon masque. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à notre traditionnelle soirée loi de finances, bon, qui cette année n'est ni franchement traditionnelle ni en soirée. Donc merci d'être là. Je serai votre animatrice pour ce webinaire. On a vraiment fait en sorte d'être le plus synthétique possible. Ça va durer à peu près une demi-heure. Vous recevrez ensuite par mail un livret PDF plus détaillé. Voilà, donc on va vous détailler les principales mesures pour cette année. C'est comme d'habitude les experts qui vont prendre la parole. On va commencer avec Vincent Fourquet pour les mesures sociales. Il veut également aborder quelques éléments relatifs au cabinet. Ensuite, c'est Corinne Ventura qui prendra le relais pour les dispositions applicables aux particuliers. Elle passera ensuite la parole à Thierry Guillard pour les mesures relatives aux entreprises qui donnera le relais à Caroline Pouderoux concernant les mesures liées au Covid. On ne s'en lasse pas. Voilà. Et puis ensuite, pour terminer, Mathieu Trabé nous fera un focus sur l'achat de véhicules. C'est un sujet sur lequel vous nous sollicitez régulièrement dans l'année. Voilà, et donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Vincent qui nous fait l'honneur de démarrer ce webinaire. Bonjour. Merci Marion. Chers clients, chers partenaires, merci d'avoir bravé les obstacles technologiques et d'être maintenant connectés au sens propre comme au figuré à Active Conseil. Je vais commencer par l'actualité du cabinet. 2020 marque un tournant, un de plus dans la vie de notre entreprise. Notre associé Bruno Manelli a finalisé son départ en retraite. La transmission s'est effectuée progressivement et nous avions anticipé cette cessation d'activité de longue date avec l'arrivée comme associée il y a 2 ans de Caroline Pouderoux. Nous conservons donc un très haut niveau de compétences et de disponibilité à votre service. En 2020, Active Conseil s'est agrandi. En effet, nous avons pu élever d'un étage supplémentaire nos locaux du Polygone, ce qui nous permet à la fois d'améliorer nos conditions de travail, avec plus d'espace pour chacun, des parties communes mieux adaptées, salles de réunion, cafétéria, et de mieux vous recevoir dans des espaces modernes et connectés. Merci Vincent. Et qu'est-ce qu'on doit retenir des mesures sociales de la loi de finances pour cette année? Concernant l'actualité sociale proprement dite, c'est-à-dire hors mesures Covid qui seront présentées par Caroline, la loi de finances est plutôt pauvre et sans grande mesure. Comme chaque année, les taux et plafonds sont réévalués. Le SMIC horaire passe à 10,25 €. Il est revalorisé d'un tout petit peu moins de 1%, ce qui nous donne 1 555 € quasiment de SMIC mensuel. Et combien de mesures tu vas nous présenter donc? Je vais vous présenter 3 mesures principales. En premier lieu, l'allongement du congé paternité et d'adoption. Actuellement, le père ou le conjoint bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, 18 jours en cas de naissance multiple. Ce congé s'ajoute aux 3 jours de naissance accordés par l'employeur. La nouvelle mesure va s'appliquer à compter du 1er juillet 2021. Donc, tu veux dire pour les naissances prévues ou prévues avant, mais intervenant après le 1er juillet 2021? Oui, c'est ça. Les naissances prévues ou qui vont intervenir à compter du 1er juillet. Dans la nouvelle mouture, ce congé passera à 25 jours, dont 4 jours obligatoires après la naissance. En pratique, le salarié aura donc droit à 7 jours consécutifs suite à la naissance et 21 jours à prendre soit à la suite, soit plus tard. Un décret va venir préciser ces modalités. Important, cette mesure concerne aussi bien les salariés que les indépendants. Ces derniers doivent bien sûr interrompre leur activité pendant la durée d'indemnisation. Seconde mesure, l'indemnisation des arrêts maladie des professionnels libéraux. Tu veux parler des indemnités journalières des indépendants, des professions libérales? Oui, tout à fait. Les professionnels, ces professionnels ne bénéficient pas tous d'indemnités journalières entre le 3e et le 90e jour de maladie. À titre exceptionnel, certains ont pu en percevoir pendant le premier confinement
à titre dérogatoire. C'est cette situation qui a révélé la nécessité de mettre en place des indemnités journalières pour les professionnels. Théoriquement, ce dispositif existe depuis le 1er janvier 2021, en contrepartie de cotisations, bien sûr, mais suivant des modalités qui restent à définir. Ce que l'on peut retenir, c'est que dorénavant, toutes les professions libérales percevront des indemnités journalières du 4e au 90e jour. En revanche, au-delà de 90 jours, les régimes actuels perdurent. Par exemple, pour ceux qui relèvent de la CIPAV, comme les ingénieurs et conseils, ils n'auront pas d'indemnité journalière et ça peut aller jusqu'à 100 € par jour, par exemple, chez les dentistes. Le dernier point que je relève de la loi de finances de la sécurité sociale, c'est la tarte à la crème de la location meublée. On en parle un petit peu tous les ans. Cette année, on aligne le droit social sur le droit fiscal. Nous savions déjà que les personnes exerçant une activité de location meublée de courte durée, le meublé tourisme, et qui perçoivent plus de 23 000 € de recettes, sont soumises à charges sociales. Alors, les recettes étant entendues au niveau du foyer fiscal, monsieur, madame et les enfants. À compter de 2021, tous les loueurs en meublé qui perçoivent plus de 23 000 € de recettes et dont les recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal sont eux aussi affiliés obligatoirement à la sécurité sociale des indépendants. Voilà, c'était les 3 points que j'avais relevés dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et est-ce que tu as des informations concernant du nouveau concernant la réforme des retraites? Ah oui, la réforme des retraites. C'est vrai qu'on pensait que le projet était enterré après la crise des Gilets jaunes, la crise Covid. Eh bien non, ce projet n'est pas abandonné. On peut constater qu'on est un des pays occidentaux où on part le plus tôt à la retraite, en moyenne entre 62 et 64 ans. Le déficit de la branche retraite est en moyenne entre 15 et 20 milliards par an. Et on sait qu'un an d'âge de départ en retraite équivaut à peu près à 10 milliards d'euros d'économie. Donc, on peut tout de suite imaginer que la réforme des retraites va redevenir une préoccupation majeure assez rapidement, poussée par la problématique des équilibres de la dépense budgétaire et le poids des pays économes et bons gestionnaires au niveau européen. Alors, et cette réforme va relancer aussi les stratégies de retraite supplémentaires, individuelles ou collectives. Voilà, Marion, je te rends le micro. Merci. Donc, on a terminé avec le condensé sur les mesures sociales. Corinne va maintenant nous parler de la fiscalité et des mesures concernant les particuliers. Dis-nous, Corinne, qu'en est-il du sort réservé à nos impôts cette année? Merci Marion et bonjour à tous. Merci d'être présent. Je vais commencer par une note positive parce que malgré la situation économique qui est compliquée, on aurait pu penser que le gouvernement revienne sur ses engagements, mais non, pour l'instant, il a maintenu le cap. Donc, pas d'augmentation massive des impôts et les diminutions qui étaient programmées ont été maintenues. Donc, à ce titre, je vais vous donner 2 exemples. L'élément, en tout cas, le plus important à retenir, c'est la réduction de 14% à 11% de la première tranche d'impôt sur le revenu, qui se traduit par une baisse significative, puisque, par exemple, pour un célibataire qui déclare 25 000 € de revenus, il verra son impôt baisser de 23%. Et pour un couple marié avec 2 enfants et environ 45 000 € de revenus, il va enregistrer une baisse de 18% de son impôt sur le revenu. En matière de famille, je peux également vous parler du sort des divorcés, moins drôle, mais qui quand même est un point important. Avec le divorce et entre autres désagréments, le juge souvent prévoit le versement d'une prestation compensatoire. Cette prestation peut être mixte, c'est-à-dire à la fois sous forme de capital et sous forme de rente. Donc, le versement de la partie en capital dans les 12 mois du jugement ouvre droit dès 2020 et à partir de 2020, puisque ça n'était pas le cas avant, une réduction d'impôt qui est égale à 25% du montant de la prestation, qui est tout de même plafonné à 30 500 €. Ce
ce qui nous ramène à une réduction d'impôt maximale de 7 625 €. En revanche, la partie versée sous forme de rente reste déductible pour celui qui la verse et bien entendu imposable pour celui qui la perçoit. En matière immobilière, et on le verra tout au long de cette présentation, le législateur souhaite favoriser la construction d'immeubles d'habitation collectif. Son meilleur levier pour cela, c'est d'instaurer un abattement sur les plus-values, sur certaines plus-values immobilières. Cet abattement exceptionnel sera de 70% et même 85% si la construction porte sur des logements sociaux. Alors évidemment, il y a des conditions de situation géographique, toutes les zones ne sont pas concernées. Et autre condition, la promesse de vente doit être signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. La construction existante doit être démolie et l'immeuble d'habitation doit être construit dans les 4 ans qui suivent l'acquisition. Donc ce dispositif se cumule avec les abattements pour durée de détention. Donc, il peut être très avantageux si on cumule de l'abattement pour durée de détention et 70 à 85% d'abattement, on peut se retrouver quasi à 0 d'imposition sur les plus-values. Et qu'en est-il des réductions et des crédits d'impôt? Eh bien, cette année, certains sont créés, d'autres sont prorogés ou aménagés. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les deux petits nouveaux, on va les appeler comme ça. Le premier concerne un crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors là aussi, mesure Covid, puisqu'il est consenti aux entreprises qui sont touchées par la crise du Covid-19. Je suis en avance sur le prochain, c'est le 21. Donc, évidemment, les cafés, les restaurants, les entreprises liées à la culture, à l'événementiel. Ce crédit d'impôt est de 50% des abandons de loyer qui seront consentis jusqu'au 30 juin 2021. Le second concerne l'achat et l'installation de systèmes de charge pour les véhicules électriques, mais là, je laisserai à Mathieu le soin de vous détailler ce dispositif. Voilà pour les nouveautés. Certains crédits d'impôt existants sont prorogés. Les plus importants sont au nombre de 3. Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. La réduction d'impôt pour souscription au capital des PME, qui reste valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Et enfin, la réduction d'impôt pour les dons en faveur des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Alors, je vous rappelle le dispositif. 75% de réduction d'impôt pour un don qui peut aller jusqu'à 1 000 €, sachant que tous les autres, les dons faits à d'autres associations du type d'intérêt général bénéficient également d'une réduction d'impôt, mais limitée à 66%. Je vais terminer par 2 crédits d'impôt qui sont aménagés. Le premier, il est important, c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le fameux CITE. En 2020, il est transformé en une prime de transition énergétique forfaitaire qui s'appelle MaPrimeRénov'. Tous les contribuables, quel que soit leur revenu, peuvent être concernés. Et ça, c'est important parce que jusqu'à présent, c'était quand même conditionné à des niveaux de revenus. Le site internet MaPrimeRénov', qui est un site .gouv, détaille toutes les situations possibles, tant au niveau de la nature des dépenses que du montant de la prime forfaitaire qui sera versée par un organisme que vous connaissez bien, c'est l'ANA. Je vous conseille donc vivement d'aller consulter ce site si, avant d'engager vos dépenses, il faut absolument le consulter pour caler les dépenses avec le dispositif légal. Et enfin, la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif Pinel est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Il est aménagé, c'est-à-dire que les taux de la réduction d'impôt vont être réduits progressivement en 2023 et en 2024. Et de même, à partir des investissements réalisés au 1er janvier 2021, ils ne concerneront que les bâtiments d'habitation collective.
Voilà, nous retrouvons ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté du législateur de favoriser la verticalité de la construction pour optimiser l'utilisation des terrains. Voilà Marion, j'en ai terminé avec ces mesures concernant les particuliers. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez vous les noter et les poser en fin d'intervention. On essaiera d'y répondre au mieux. Et tout de suite, donc, je pense qu'on peut passer au sujet qui concerne les entreprises. Et oui, Thierry, est-ce que des mesures intéressantes sont sorties de cette année particulière? Oui, merci Marion. Bonjour à tous. À dire vrai, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, cette loi de finances ne comporte pas de mesures révolutionnaires. Mais c'est vrai que comme chaque année, il y a des points qui nous paraissent importants d'expliquer. Donc, vu le format de ce webinaire, l'objectif de la présentation n'est pas d'être exhaustif. Aussi, nous en avons sélectionné 6. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que depuis plusieurs années, même si ça n'apparaît pas évident pour tout le monde, la tendance naturelle des impôts pour les entreprises, c'est la baisse. Sans aller bien loin, vous vous rappelez de la création du CICE en 2012 ou 2013, qui était de 6% de la masse salariale, qui a été transformée en baisse de charges. Ça faisait quand même sur le budget de l'État 40 milliards d'euros. C'était la première fois qu'une aide aussi massive était là. Ensuite, le taux de l'IS est passé grosso modo de 33 à 28. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a d'autres impôts qui baisseront pour les entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré la crise sanitaire, la baisse du taux de l'IS est maintenue, parce que c'est prévu depuis quelques années. Alors, pour les exercices clos le 31/12/2020, le taux de l'IS est de 28%. En 2021, il va baisser à 26,5%. Et il est prévu pour 2022, 25%. Ce qui devrait, je pense, se passer. Alors, pour mémoire, pour les plus anciens d'entre nous, c'était au siècle dernier, c'est vrai, mais rappelons que l'IS, en 1987, il était de 50%. Alors, on a du mal à imaginer aujourd'hui un taux de l'IS pareil. Ça dépasse l'entendement, c'est clair. Alors ensuite, au rayon des bonnes nouvelles, nous avons aussi la CVAE. La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et à compter de 2021, elle va être divisée par 2, tout simplement. Donc, c'est une mesure qui s'inscrit dans le plan de réduction des impôts sur la production, qui s'élève à 10 milliards d'euros. Et il faut savoir que la totalité des impôts sur la production, ça représente 70 milliards. Donc, c'est une baisse vraiment significative. Alors, avec la CVAE, la contribution foncière des entreprises est une composante de la CET, nom barbare pour la contribution économique territoriale. En fait, vous la connaissez tous sous son ancien nom, c'est la taxe professionnelle. Et là, il a été décidé que les communes ou communautés de communes peuvent exonérer de contribution foncière les nouveaux établissements créés à compter du 1er janvier de cette année, ainsi que les extensions, et ce, pour 3 ans. Alors, si vous avez des projets, nous vérifierons avec vous si vous êtes sur la bonne commune. C'est-à-dire, en clair, est-ce que la commune a ou pas voté l'exonération? En matière de droit d'enregistrement, la tendance est elle aussi, depuis plusieurs années, à la baisse. On a supprimé petit à petit certains droits d'enregistrement sur certains actes. Et cette année, on va encore plus loin. On supprime les droits d'enregistrement, les frais, pardon. Je vous verrai que les droits d'enregistrement, certains restent. Les frais relatifs aux augmentations de capital et aux réductions de capital. Donc, à chaque fois, c'est des centaines d'euros qui n'auront plus à être payés. Je rappelle quand même que pour les cessions de titres, elles restent taxées à 3% pour les titres de SARL et 0,1% pour les titres de SAS ou de SA. Donc, globalement, les frais relatifs aux opérations juridiques diminuent et ça va plutôt dans le bon sens, bien sûr. Alors, vous le savez, Corinne vous en a parlé, il existe un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des habitations des particuliers. La nouveauté, et ça s'inscrit dans le plan de relance, c'est que cette année, il en est mis un en place pour les entreprises, pour les bâtiments
qu'utilisent les entreprises, alors qu'elles soient locataires ou propriétaires, peu importe. Les travaux sont à faire avant le 31 décembre 2021. Le crédit d'impôt, il est égal à 30% des dépenses et il est plafonné à 25 000 euros. Ça veut dire qu'on peut faire un plafond de dépenses un peu supérieur à 80 000 euros, ce qui laisse quand même de la marge pour faire un certain nombre de travaux. Enfin, dans un autre registre, il faut parler de la mise en place prochaine de la facturation électronique. À partir de 2023, il y a l'obligation d'accepter la réception des factures électroniques. Et entre 2023 et 2025, selon la taille de l'entreprise, il y aura l'obligation d'émettre des factures électroniques. Alors, 2023, c'est pour les grandes entreprises et 2025, c'est pour les TPE, PME, c'est-à-dire nos clients globalement. Mais ça signifie que dès 2023, il faudra être équipé des logiciels adaptés au minimum à la lecture des factures. Donc ça va créer un certain nombre de problèmes et de questions, et nous y reviendrons, parce que notamment, cela va créer une série de problèmes au niveau de l'acceptabilité de ces factures par le fisc, parce que bien sûr, il faudra qu'elles soient valides. Alors, nous serons, comme toujours, à votre disposition pour vous aider à passer ce cap. Ce n'est pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, je pense qu'il va falloir s'y intéresser. Voilà Marion, pour les entreprises. J'en ai terminé pour l'instant. Merci Thierry pour cet éclairage. Et maintenant, donc, Caroline, concernant l'épidémie de Covid-19, on a vu que l'État a mis en place pas mal de mesures en 2020. Qu'en est-il pour 2021 ? Alors oui, Marion, effectivement, l'État a mis en place en 2020 un certain nombre de mesures et je peux déjà vous dire que la plupart des aides ont été reconduites sur 2021, mais avec des aménagements. Les conditions d'attribution et les montants évoluent presque toutes les semaines en fonction des annonces du gouvernement. Donc, face à ces changements et à la complexité des conditions d'éligibilité, toutes nos équipes sont mobilisées. Nous effectuons une veille quotidienne sur toutes ces aides afin de pouvoir répondre à vos questions et effectuer certaines démarches. Nous allons ici évoquer les principales mesures pouvant vous concerner. En premier lieu, le fonds de solidarité. Sachez que celui-ci est prolongé, mais à partir de janvier, alors il devait se limiter aux entreprises fermées et au secteur protégé, mais on a eu l'annonce hier par Bruno Le Maire que le fonds de solidarité universel était également maintenu pour les mois de janvier et février. C'est celui de 1 500 € pour une perte de chiffre d'affaires de 50%. Donc voilà, ça date d'hier après-midi, donc celui-ci est maintenu. Et pour les entreprises fermées et les secteurs protégés, on a eu également des aménagements. Donc, si votre entreprise est restée fermée en janvier 2021, l'aide s'élève à 10 000 € ou 20% de votre chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 €. Si votre entreprise fait partie des secteurs S1 et accuse une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires, alors l'aide s'élève à 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires. Et si la baisse du chiffre d'affaires est supérieure à 70%, l'aide pourra représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Alors, je vous rassure, on suit tous ces chiffres pour vous et notamment la classification de votre entreprise en secteur S1 ou S1 bis, puisqu'il y a encore une subtilité pour les secteurs S1 bis. Là, si l'entreprise accuse une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires, l'aide s'élève à 80% de la perte du chiffre dans la limite de 10 000 €. Et si la baisse du chiffre d'affaires est supérieure à 70%, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. À noter que le gouvernement a également annoncé que les entreprises fermées ou des secteurs protégés dont le chiffre d'affaires dépasse le 1 million d'euros, on peut avoir le cas dans l'hôtellerie par exemple, ces entreprises pourront bénéficier d'une prise en charge de leurs frais fixes jusqu'à 70%. Concernant le PGE maintenant, le prêt garanti par l'État, le dispositif est prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
Pour les emprunts souscrits en 2020, les premiers remboursements pourront intervenir sur 2021. Certaines banques ont d'ailleurs déjà commencé à envoyer des courriers pour mettre en place les modalités de remboursement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Rembourser en une fois l'intégralité de l'emprunt, étaler le remboursement de 1 à 5 ans, mixer remboursement et étalement, ou alors demander un différé de remboursement supplémentaire de 12 mois. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à faire appel à votre banquier pour voir quelle est la solution la plus favorable pour vous. Les taux d'intérêt des banques seront de 0,25 à 0,5 selon la durée d'amortissement et l'établissement bancaire. Et le taux garanti de l'État, lui, sera de 0,5 à 1. Donc, à titre d'exemple, si vous décidez d'étaler votre remboursement sur 5 ans, le taux d'intérêt global s'élèvera à 1,5% environ. Afin d'éviter quelques pièges, nous vous rappelons que le PGE ne peut pas se substituer à des financements à court terme. C'est le risque que l'on peut avoir. La garantie de l'État est alors caduque. Enfin, un remboursement anticipé après avoir choisi un étalement engendrera des pénalités de 3% du capital restant dû. Est-ce que tu peux nous parler également des aides maintenues pour les employeurs? Oui, bien sûr, Marion. Ces aides ont également été maintenues, mais réaménagées. Alors, concernant l'activité partielle, l'allocation versée à l'employeur est prolongée. On a eu un changement des taux semaine dernière. Pour les heures chômées du mois de février, le taux dans le cas général est de 60% de la rémunération horaire brute. Pour les secteurs dits protégés et les entreprises subissant une fermeture, le taux est porté à 70%. Pour les heures chômées en mars 2021, à l'heure actuelle, le taux de droit commun de l'allocation d'activité partielle devrait passer à 36%. Pour les entreprises subissant une fermeture ou des restrictions administratives, là, le taux devrait rester de 70%. Il y a également 4 mécanismes d'aide qui concernent les cotisations sociales et ces mécanismes ont été reconduits. Donc, l'exonération des cotisations patronales. Elle s'applique aux entreprises fermées de moins de 50 salariés ou aux entreprises des secteurs protégés de moins de 250 salariés ayant été fermées ou ayant perdu 50% de leur chiffre d'affaires. S'ajoute l'aide au paiement qui doit permettre aux entreprises de payer leurs cotisations et contributions sociales qui restent dues. Cette aide est égale à 20% du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d'emploi ouvrant droit à exonération. Donc, on applique l'exonération. S'il reste des cotisations dues, on a cette aide au paiement. Vient ensuite des plans d'appurement des dettes qui sont prévus en 2021 pour aider notamment au paiement des cotisations patronales et salariales qui restent dues au 31 décembre 2020. Donc, on pourra faire le point avec vous au moment des bilans pour les bilans qui clôturent au 31 décembre. Et enfin, l'aide au congé payé est prolongée jusqu'au 7 mars 2021, mais là encore, tout évolue en fonction des annonces du gouvernement. Cette aide concerne les entreprises qui ont été fermées plus de 140 jours depuis le 1er janvier 2020 et dont l'activité a été réduite de plus de 90%. L'aide s'élève à 70% de l'indemnité de congé payé ramenée à un montant horaire. À noter que cette aide est limitée à 10 jours de congé payé et qu'elle est liée à l'obtention de l'autorisation d'activité partielle. Pour beaucoup d'entre vous, on a déjà fait ces demandes d'ailleurs. Enfin, des aides sont prévues pour les travailleurs non salariés. Eux aussi pourront bénéficier d'une réduction de leur cotisation sociale au titre des années 2020 ou 2021. À aujourd'hui, le décret n'est toujours pas paru concernant le montant de cette réduction, donc on vous tiendra informé. Et les travailleurs non salariés sont également éligibles au plan d'appurement des dettes pour leurs cotisations personnelles. Donc, face à des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter pour voir la procédure que l'on peut engager. Voilà Marion, j'en ai fini avec les principales aides Covid. Donc, retenir qu'elles sont toujours en place, qu'elles évoluent et qu'on vous tient informé de toutes ces évolutions. Merci Caroline.
Je vois qu'on a déjà reçu plusieurs questions. N'hésitez pas, surtout on les traitera à la fin. Et juste avant ça, juste avant de passer aux questions, nous avons souhaité aborder donc le sujet de l'achat des véhicules, puisque c'est un sujet sur lequel vous nous sollicitez régulièrement durant l'année. Donc c'est Mathieu qui va nous en parler. Mathieu, qu'est-ce qui change en 2021 ? Bonjour à tous. Oui, Marion, pour terminer la présentation de cette loi de finances, nous avons souhaité effectuer un focus sur l'achat des véhicules dont la fiscalité évolue rapidement. Alors, l'achat d'un véhicule utilitaire par un professionnel, elle reste inchangée, hein. Il est toujours possible de récupérer la TVA sur l'achat ou la location du véhicule, son entretien et le carburant. L'amortissement, si vous l'achetez, ou la location, si vous le louez, sont déductibles à 100% des résultats de votre entreprise. La fiscalité est en revanche beaucoup plus lourde pour l'achat ou la location d'un véhicule de tourisme hors activité professionnelle type auto-école ou taxi. Pour cela, pour ceux qui sont concernés, la TVA n'est pas déductible sur l'achat ou sur les loyers et l'entretien. Elle est partiellement déductible sur le carburant. Également, l'amortissement comptable ou le loyer, si vous louez, ne sont pas intégralement déductibles du résultat fiscal de votre entreprise pour les véhicules thermiques d'une valeur supérieure à 18 000 €. Enfin, une taxe spécifique, la taxe sur les véhicules de société, est applicable et n'est pas déductible du résultat fiscal de votre entreprise. Son coût, il est fonction du CO2 et des émissions de polluants atmosphériques dégagées par le véhicule. Quelles sont les nouveautés cette année ? Les nouveautés, c'est la volonté de verdir à tout prix et rapidement le parc automobile français. Et ça conduit le gouvernement à alourdir considérablement cette année la fiscalité pour les véhicules les plus polluants. Ainsi, le malus que vous supportez lors de l'achat s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre. Puis, cette tranche va rapidement s'abaisser. On va être à 128 grammes en 2022 et enfin 123 grammes en 2023. Alors, à titre d'exemple, lorsque les émissions excéderont 220 grammes en 2023, le malus sera quand même de 50 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gros SUV thermiques sont donc quasiment condamnés à moyen terme. Enfin, à compter du 1er janvier 2022, le malus est complété par une nouvelle taxe, la taxe sur la masse en ordre de marche. En fait, une taxe au poids. Elle sera de 10 € par kilo pour tous les véhicules qui dépassent 1800 kg. Et alors, est-ce qu'on a des solutions pour rendre la facture moins lourde ? Ah oui, en résumé, il ne faut plus rouler exclusivement au pétrole. C'est terminé. Alors, il y a des solutions hybrides. Ainsi, les véhicules qu'on dit hybrides sont exonérés de taxes sur les véhicules de société pendant 2 ans. Mais pour ceux qui émettent moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Il y a également les véhicules hybrides électriques rechargeables. Ils sont exonérés également de la taxe au poids s'ils ont une autonomie en mode tout électrique qui est supérieure à 50 km, ce qui est généralement le cas. Enfin, les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux sont exonérés, eux, du malus et de la taxe sur les véhicules de société. La meilleure solution aujourd'hui reste le véhicule 100% électrique. Il permet, grâce à la facturation de la batterie à part du véhicule, d'augmenter l'amortissement ou le loyer déductible. Un exemple, pour un véhicule de 50 000 €, le concessionnaire va vous facturer 30 000 € pour le véhicule et 20 000 € pour la batterie. L'intégralité de l'amortissement ou du loyer sont donc déductibles. Ça représente quand même une économie d'impôt sur les sociétés d'environ 25%, comme vous l'a dit Thierry tout à l'heure. Enfin, à noter, comme l'a précisé Corinne, que les particuliers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu pour l'achat et la pose d'un système de charge de véhicule électrique, que ce soit dans la résidence principale, mais également dans une résidence secondaire. Le crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses, mais sans pouvoir dépenser 300 €, sachant que l'installation coûte en général entre 800 et 1 300 €. Voilà, Marion, j'en ai fini sur le focus sur les véhicules et je te laisse la main sur les questions. Merci Mathieu. Merci à tous pour votre attention. On a à peu près respecté le chrono. Donc, on a vraiment fait au plus concis. Vous recevrez par mail un livret PDF un peu plus détaillé. Et bien sûr, l'équipe qui vous est dédiée chez nous est à votre disposition pour approfondir n'importe quel sujet. Donc là, on va passer aux questions. On en a distribué quelques-unes déjà.
Je vais arrêter le partage. Alors, j'ai une première question. Je pense que c'est pour toi, Thierry. Pensez-vous que les impôts pour les entreprises vont augmenter après la crise? Ah oui, bonne question. Faut-il que je mette mon micro? Oui, bonne question. Effectivement, il y a deux incertitudes. Bon, on a la durée de cette crise. Et puis ensuite, vous le savez, en 2022, il y a les élections présidentielles. Donc, ça nous fait deux incertitudes pour répondre avec précision à cette question. Cela dit, mon sentiment, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une réduction, une tendance naturelle à la réduction des impôts pour les entreprises depuis des années. Donc, je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin que c'est arrivé aujourd'hui, mais un taux de l'IS qui devrait arriver à 25, je le vois assez facilement. Et puis, on vient de baisser la CVAE cette année. Je ne vois pas la logique à la réaugmenter tout de suite. Bon, cela dit, bien sûr, ça dépendra aussi du résultat des élections l'an prochain. Mais j'ai tendance à penser que les impôts pour les entreprises ne devraient pas réaugmenter, parce que malgré toutes les baisses, il reste encore à des niveaux, bien sûr, qui sont élevés. Voilà, Marion. Merci Thierry. Là, j'ai une question pour toi, Mathieu. Après, on te laissera aller te faire un grog pour ta gorge. C'est l'éternelle question. Est-ce qu'il faut, au niveau du financement, privilégier l'achat ou la location d'un véhicule? Oui, vous nous interrogez souvent sur cette question, est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce qu'il faut que je loue en LDD ou en LOA, c'est-à-dire avec une option d'achat derrière. Alors aujourd'hui, globalement, le coût du financement, il est à peu près similaire. Voilà. La différence, elle est plus sur le type de véhicule que vous achetez. Avec les évolutions technologiques actuelles, on peut penser que si vous achetez un véhicule 100% électrique, on ne sait pas sa valeur dans 3 ou 4 ans, quelle sera sa valeur de revente, de rachat. Donc, on a tendance, et c'est généralement ce qui est constaté, notamment sur les véhicules comme les Tesla, ils proposent des locations en LDD, donc simplement des locations, et quand vous avez fini la location, vous rendez le véhicule. Ça vous permet de vous prémunir de l'évolution rapide d'une technologie. Donc, on est sur cette tendance-là. Moi, j'aurais tendance à conseiller des LDD pour l'instant sur ce type de véhicule. Merci. Là, j'ai une question pour toi, Vincent. Y a-t-il d'autres mesures concernant les indépendants, artisans, commerçants, en plus de celles évoquées pour les professions libérales? Ouais. Oui, concernant les indemnités journalières, je pense. En fait, non, hein, la mesure concernait uniquement les professions libérales parce qu'elles n'étaient pas couvertes jusqu'à présent. Au moins pas toutes. Les artisans et les commerçants, leur régime perdure et se poursuit. Ils sont déjà couverts entre le 4e et le 90e jour. Alors bien sûr, il faut prendre des complémentaires, hein, c'est bien souvent insuffisant, mais la couverture est déjà existante. D'accord. Et là, j'ai plusieurs questions concernant l'abandon de loyer. On va pouvoir faire un petit focus là-dessus. Est-ce que le crédit d'impôt n'est valable que pour un mois et est-ce qu'il existe des conditions pour en bénéficier? Donc, ça se rejoint un petit peu. Oui. Alors, concernant l'abandon de loyer, c'est le loyer de novembre 2020 qui est concerné par le crédit d'impôt, avec une possibilité de l'abandonner en fait plus tard. On n'était pas obligé d'être sur le mois de novembre, d'avoir abandonné le loyer en novembre. Donc voilà pour ce qui est effectivement du montant, on va dire. Mais il y a des conditions quand même à respecter. Alors, je vous ai déjà parlé des conditions d'activité sur les entreprises impactées par la Covid, mais également, le problème peut se poser lorsque l'entreprise locataire est un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du propriétaire du local. Dans ces cas-là, le crédit d'impôt ne s'appliquera pas. Alors aujourd'hui, on a une incertitude lorsque l'on est dans la situation d'une SCI, par exemple, et d'une SARL, où on a les mêmes dirigeants dans les deux entreprises, mais les entreprises ne sont pas liées entre elles. Aujourd'hui, pas de réponse. Donc, on peut penser qu'on va appliquer le crédit d'impôt, mais avec quand même un risque de retournement de cette situation-là.
Enfin, en termes de… Alors, ça va vous paraître peut-être complètement démesuré, mais le crédit d'impôt n'est applicable que si l'entreprise locataire a moins de 5 000 salariés. Or, ce cadre des 5 000 salariés, ce n'est pas forcément le nombre de salariés de votre entreprise locataire. Si cette entreprise appartient à un groupe, je pense par exemple à des franchises qui vont facilement dépasser les 5 000 salariés, vous ne pouvez pas être concerné par le crédit d'impôt. Voilà, et que dirais-je de plus, si ce n'est que ce montant de crédit d'impôt est plafonné à 800 000 €. Alors voilà, désolé, mais vous ne pourrez pas dépasser ce seuil-là en crédit d'impôt. Ça devrait aller. Et j'ai une dernière question pour toi, tu peux garder ton micro. Okay. Comment fonctionne le site MaPrimeRénov'? Il fonctionne assez simplement. Alors, surtout quand vous allez sur Internet, allez bien sur le site en .gouv, parce que c'est le site officiel. Il est assez ergonomique. En fait, il coupe en 3 parties vos situations. Des situations de travaux liés au confort, c'est-à-dire contre l'humidité, contre le froid, contre le chaud. Des travaux qui peuvent toucher les économies, essentiellement de chauffage, et l'écologie de manière générale sur toutes les mesures qui peuvent réduire donc le réchauffement climatique. Donc, 3 niveaux de travaux et de même 3 situations possibles. Soit vous êtes propriétaire occupant, soit vous êtes propriétaire bailleur, soit vous êtes un syndicat de copropriété. Donc, chaque fois, vous vous positionnez dans votre situation, dans votre projet, et puis vous déroulez le site. Il y a des simulations pour le calcul des aides en fonction d'un tas de choses. Alors, je ne peux pas le détailler parce que c'est vraiment très varié, mais je vous conseille vivement d'aller le regarder. Ça peut même vous donner des idées de travaux à réaliser chez vous. Alors là, j'ai une question, je pense que c'est pour toi, Caroline. Le chiffre d'affaires de la vente à distance est-il pris en compte pour le calcul du fonds de solidarité? Alors, en effet, jusqu'à présent, les entreprises pouvaient seulement déduire 50% du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à emporter ou à distance. Depuis le nouveau décret, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre plus le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, c'est ce qu'on a appelé le click and collect, ou sur les activités de vente à emporter. Donc, on exclut ce chiffre d'affaires-là de nos calculs pour les demandes d'aide Fonds de solidarité. Et tant que je te garde, j'en ai une dernière. Est-ce qu'on connaît des logiciels de facturation électronique, puisqu'on en parlait? Oui, ce que Thierry a évoqué, les obligations. Alors, le logiciel que l'on propose via MEG, c'est RCA Facturation. Un certain nombre d'entre vous l'utilisent déjà. C'est mis à jour et il est donc compatible avec l'émission des factures conformes à la norme qui sera imposée dès 2023. Donc, les solutions que l'on propose sont déjà à jour concernant ces obligations. Okay. N'hésitez pas à nous consulter là-dessus. Et là, j'ai une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent entre-temps. C'est pour toi, Vincent, concernant le congé paternité. Comment est rémunéré, en fait, mon congé paternité? Ah oui, alors, que ce soit l'ancienne mouture ou la nouvelle mouture, le congé paternité, il est intégralement payé par la sécurité sociale. En revanche, sauf disposition conventionnelle plus favorable aux salariés, il faut retenir qu'il est quand même encadré avec un montant minimum aux alentours de 9 €, 9-10 € et un plafond. Hein. Donc, on peut, suivant les montants des rémunérations, on peut avoir une rémunération du congé paternité versée par la Sécu qui va être inférieure à la rémunération du salarié. Bon, le plafond est quand même assez élevé, hein, il est à 90 € par jour en indemnité journalière. Ok, je regarde, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On a une petite précision de quelqu'un que je remercie. Les primes de MaPrimeRénov' seront normalement versées à compter du 1er juin. Bon à savoir. Voilà. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on ne va pas vous garder plus longtemps. Merci vraiment pour votre présence et votre attention et pour votre fidélité chaque année, malgré que cette année, il n'y ait pas d'apéro. Voilà, on espère vraiment pouvoir
organiser des événements physiques le plus vite possible, surtout maintenant qu'on a cette très belle et grande salle de réunion. Voilà, en attendant, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de webinaires vraiment dédiés et voire même un peu plus courts sur certains sujets précis, n'hésitez pas à en faire part à votre expert ou à votre collaborateur. On pourra mettre ça en place aussi d'ici à ce qu'on puisse se réunir en vrai. Voilà. Encore merci et à très bientôt. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir.